Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que M. Thomas Facchinetti, avant d'être un conseiller communal, était le chef du bureau de l'intégration. C'est juste, Thomas? C'est juste. Ok, donc vous voyez que c'est un... Au-delà de ça, c'est un colloque qui lui est très sensible. Alors on va passer à la première conférence voilà, j'ai perdu mes machins, c'est bon, très bien. Voilà, écoutez, alors oui, là moi je vais vous parler d'une émigration qui est plutôt une émigration, je dirais, confortable pour certains, par rapport à ce qu'on va entendre après, soit d'Alice ou de Filippo. C'est une émigration qui effectivement souvent n'est pas voulue, mais qui est quand même décidée par les personnes, mais qui est surtout aspirée par d'autres personnes qui sont ce qu'on appelle les pays du Nord. Juste pour vous faire, mais je vais être très court, un petit... voilà, excusez-moi. C'est juste pour vous donner quelques... On va pas vous faire disparaître sous les chiffres. Donc, sur la mortalité infantile, c'est assez effrayant de voir que on sait que 5 millions d'enfants meurent avant l'âge de 5 ans. La majorité dans les pays subsahariens, donc en Afrique, sont des enfants qui, normalement, ne mourraient pas avec des bons soins, avec des disponibilités aux soins, avec des médicaments et à disposition surtout du personnel soignant. Et puis d'autres que je rencontre quand je vais au Congo ou en Cameroun dans le programme des soins palliatifs pédiatriques qui, malheureusement, même en Europe, même en Amérique du Nord, décéderaient d'une maladie. L'intérêt, c'est que c'est un vrai scandale. Le chiffre ne veut plus rien dire, 5 millions, 6 millions, c'est très abstrait. Mais effectivement, ça pose, si vous voulez, le problème, pourquoi j'en parle, de la disponibilité du personnel soignant. La mortalité maternelle est terrifiante également. Vous avez 830 femmes, comme je l'ai mis, qui meurent quotidiennement et qui, lors de grossesse, pendant la grossesse et lors de l'accouchement ou juste après l'accouchement, par manque de soins, là. La grossesse n'étant pas une maladie, on est d'accord. Et ce qu'on a vu aussi, c'est qu'il y a une corrélation extrêmement importante entre les investissements des gouvernements des pays dits du Sud et le taux de mortalité. On enfonce des portes ouvertes, on est d'accord là-dessus. Et je donnerai juste un exemple. Le budget du ministère de la Santé du Congo, de la RDC, est moins haut que le budget de l'Assemblée nationale. Donc ça vous donne à peu près les priorités actuellement de ce gouvernement. Et puis, pour les sociologues, voilà, j'enfonce des portes ouvertes aussi, il y a une corrélation extrêmement grande entre le taux de pauvreté et le taux de mortalité. Vous allez comprendre pourquoi. Et puis, c'est que l'autre corrélation, c'est effectivement le taux de mortalité avec le manque de personnel de santé qualifié. Parce qu'il y a plein de gens qui font de la santé, et je ne dis pas que les tradis praticiens ne sont pas qualifiés, au contraire, je les compte dans les gens qualifiés. Mais par exemple, quand j'étais en Haïti, Alice connaît bien ce pays, les sages-femmes n'avaient pas de formation. Les matrones recevaient, si vous voulez, leur formation de la grand-maman, d'une tante qui était matrone dans le village. Voilà. Et donc vous imaginez que la qualité même du suivi de grossesse et des grossesses à risque, par exemple, était quasi nulle. Et il y avait un taux de mortalité important. Il y a toujours un taux de mortalité important. J'ai mis ce chiffre parce que je le trouve intéressant. C'est le 67% des naissances est assisté par un soignant qualifié. Ça vous paraît peut-être beaucoup, mais il reste quand même un 35% qui accouchent toutes seules, en général, ou avec l'aide de voisins, de copines. Alors, je reviens à ce problème d'immigration du personnel de santé. Selon l'OMS, quand je l'ai marqué, il manque 4 millions de professionnels
pour atteindre les ODD, les objectifs de développement durable. Et puis, on est loin, évidemment, des objectifs, puisqu'il y a encore dans les projets des objectifs de stopper la propagation du sida, maîtriser le paludisme ou d'autres grandes maladies comme la tuberculose, la drépanocytose, qui sont en constante progression. Pardon, on va y arriver. Je ne vais pas emmerder avec ces machins. Voilà. Encore quelques petits chiffres pour vous situer un petit peu. Je pense que ça va. Je pense que Claude-François Robert les connaît, mais je les redonne quand même. Ça montre comment est réparti, ça c'est pour les médecins, par 1000 habitants. Donc on a 4,5 en France. Au Malawi, 0,02. La majorité des pays africains, à part l'Afrique du Sud, est en dessous, très en dessous de 0,5% qu'il faudrait pour avoir en gros une meilleure répartition des médecins. Par contre, il y a plus de médecins Malawi à Manchester qu'au Malawi. Et c'est là qu'on va venir à notre exposé. On en vient à cette répartition, cette mauvaise répartition. Alors, on peut aussi, parce que c'est je vais y arriver, excusez-moi. Ces conséquences ne sont pas seulement dues aux pays du Nord. Donc on ne va pas jouer d'un côté les méchants, également beaucoup à l'organisation des pays dits du Sud, on va parler des pays africains dont on parlait. Il y a aussi évidemment la politique désastreuse qu'il y a eu structurelle du FMI. Je prends toujours cet exemple qui est au Kenya il y a quelques années, à cause des restrictions imposées par le FMI et la Banque mondiale, le gouvernement n'a pas pu engager, je pense, il y avait un chiffre comme 2000 infirmières dont il avait besoin, qui étaient au chômage. Donc il y a aussi des conséquences sur le terrain et surtout le problème de non-investissement dans les programmes de santé. Quand je vais, par exemple, au Cameroun ou au Congo, je dis toujours aux gens, le problème, il n'est pas médical, il est social et politique. Parce que quand vous aurez une couverture universelle et que les gens ne seront pas obligés de payer, alors vous imaginez pour les soins palliatifs pédiatriques, pour ceux qui connaissent l'Afrique, quand une maman arrive avec un enfant et qu'on lui dit on va faire ce qu'on peut, mais c'est possible qu'il ne guérira pas, elle repart avec l'enfant parce qu'elle en a 8 à la maison à nourrir. Alors comme on lui dit que de toute façon il va mourir, par contre nous on dit qu'il y a des soins à faire, mais pour elle, en général, elle repart, mais on les perd et on la perd l'autre. S'il y avait une sécurité sociale normale, on aurait déjà une grosse amélioration de la disponibilité, d'accessibilité aux soins de santé. Ça, c'est la répartition. Médecins, infirmières, sages-femmes. Donc, vous voyez, les pays représentant une pénurie aiguë, c'est ce que je vous ai dit, c'est vraiment, on est en dessous, et quelques pays comme l'Afrique du Sud, et puis, évidemment, du côté de l'Asie, également du Sud-Est. Alors, c'est la responsabilité éthique des gouvernements et des ONG, il est extrêmement important. Depuis quelques années, quand je parle de la double peine, beaucoup de pays dits du Nord pompent les gens formés dans le Sud pour soigner leur propre population. Ce qui, évidemment, vous comprendrez, la double peine, comme je dis, non seulement, si je prends la Suisse ou la France, pour ces pays qu'on connaît le mieux, et qui pratiquent ce pompage de forces vives du domaine de la santé, eh bien, on ne paye pas les formations, et 2, on retire des gens extrêmement bien formés de pays qui en ont hyper besoin. Mais ça peut être bon pour la France aussi,
qui ont des déserts médicaux et dont les généralistes viennent travailler en Suisse. Et puis, c'est un peu, je dirais, nous, on va les chercher. Après ça, la France va chercher là. On arrive en Moldavie, on arrive en Russie, qui va chercher en Afrique. Enfin, il y a tout un circuit qui fait que de toute façon, les pays, je dirais, du Sud payent cette double peine, ce qui est fondamental. Alors, on ne peut pas, encore une fois, en vouloir à ceux qui viennent, aux infirmières, aux médecins, au personnel soignant en général, puisque souvent, bien évidemment, ils vont augmenter leur vie au niveau financier, au niveau confort, au niveau des écoles pour leurs enfants. Et donc il y a aussi mais c'est une immigration, j'allais dire noble, non, elle n'est pas noble, mais pour eux, par rapport à quelqu'un qui va traverser la Méditerranée sur un bateau, c'est tout à fait différent. Là, je parle plutôt du problème éthique qui nous concerne. Il y a une quinzaine d'années, j'ai participé à Berne à une commission. Il y avait le président de la FMH, M. De Haller, il y avait la présidente de l'Asie, et puis on s'est assis avec quelques fonctionnaires sur la pénurie du personnel de santé en Suisse. On a les mêmes recommandations aujourd'hui, c'était il y a 15 ans. C'est un scandale que la Suisse n'arrive pas à former son propre personnel de santé, ses médecins notamment, ses infirmières, pour soigner sa propre population. Et qu'en plus, qu'on doive aller pomper dans les pays qu'on a besoin. Vous voyez, rien n'a changé, en tout cas pas grand-chose, il semblerait, à ce niveau-là. Il y a l'initiative qui a passé sur les soins de santé qui peut-être va améliorer la situation au niveau des infirmières, mais au niveau des médecins, pour le moment, ça bouge pas beaucoup. Et puis, il y avait cette anecdote intéressante. Un jour, le ministre allemand de la Santé était venu à Berne, et il y a 4000 médecins allemands en Suisse alémanique, médecins assistants, qui font marcher les hôpitaux de Suisse allemande. Si vous les enlevez, ça bloque le système. Et le ministre avait dit à un de nos ministres, bah, écoutez, c'est pas grave, on va vous envoyer la facture de la formation des médecins allemands à la Confédération. Il aurait pu faire mieux, mais il ne l'a pas fait. Il aurait pu augmenter les salaires des médecins assistants en Allemagne et il ne venait plus ici, donc c'était autre chose, mais ça, il ne l'a pas fait non plus. Mais c'est tout à fait intéressant de voir. Et puis, quelle est en fait aussi la part de responsabilité, encore une fois, comme je le dis, des pays du Sud, des pays à faible revenu, comme on dit maintenant? Ben, écoutez, c'est souvent les perspectives professionnelles. On a eu, pour ceux qui ont travaillé dans des hôpitaux universitaires, souvent de ce qu'on appelait des fellows, des gens qui ont fini leur spécialité, puis qui vont faire une surspécialité. Et nous, à l'hôpital Sainte-Justine, on a eu pas mal de médecins qui venaient d'Afrique, des gens magnifiques, très compétents et tout, et qui, là, je me rappelle d'un qui venait du Mali. On lui avait promis toutes sortes de choses pour son retour, parce que lui, il voulait rentrer. Et donc, quand il est revenu, il y avait à peu près rien de ce qu'on lui avait promis. Il est revenu, il a été formé 3 ans en soins intensifs et réanimation chez nous, et bien maintenant, il est médecin pédiatre généraliste à 40 minutes de Montréal, dans une ville qui s'appelle Joliette. C'est un peu du gâchis. Mais il n'est pas revenu uniquement parce qu'il aura un bon salaire là-bas, il est revenu parce que les conditions de travail qu'on lui offrait à l'hôpital universitaire de Bamako ne correspondent pas. Nous avons réfléchi là-dessus, justement, sur le fait que comment rendre attractif le retour dans ces pays. On en a discuté avec des professeurs de médecine également d'Afrique, et alors ils disaient il y a 2 choses, il y a les infrastructures, il y a la recherche, qui est très importante, si on peut offrir aussi des programmes de recherche. Et puis, et nous, on a dû malheureusement, à l'époque, faire signer aux gens qui venaient, qui devaient retourner chez eux. Ce qui est un peu terrible, quoi, mais en disant, bon, vous venez là 2 ans, mais c'est impossible que vous puissiez vous installer au Canada, ou au Québec en tout cas, parce que c'est par province. En tout cas, vous ne pouvez pas vous installer ici.
à moins que vous repartiez 10 ans chez vous, puis que vous reveniez dans 10 ans, enfin bref. Donc ça a été une première mesure. Ça concerne ceux qui viennent faire des fellows, c'est-à-dire qui veulent faire de la gastro-entérologie pédiatrique ou de la cardiologie pédiatrique. Ça ne concerne pas les autres médecins. Ce que je veux vous dire, c'est que ça va vous surprendre. Moi, j'ai mis ça parce que c'est une pub. La suivante, c'est celle-là. C'est la pub du Canada. C'est extrêmement intéressant parce que sur le plan de l'immigration, le Canada est un pire pays. Ça va vous faire rire ou sourire, mais c'est un des pires pays de l'immigration. Alors qu'on pense que c'est un pays d'immigration, d'émigration et d'immigration, parce que c'est de l'immigration extrêmement choisie, selon les périodes. Donc si demain vous décidez, moi je vais aller au Québec, alors vous cochez, je parle français, ça c'est bon. Je suis ferblantier par ailleurs. Oui, on manque de ferblantier par ailleurs, ça c'est bon. Vous êtes éducateur? Non. Enseignant? Non. Médecin? Non. C'est ça, c'est vraiment. On choisit les médecins dont on a besoin. Et comme je disais à Alice hier soir, la plaisanterie à Montréal, c'est de dire l'endroit où c'est le plus sûr de faire un malaise, c'est dans un taxi, parce qu'il y a énormément de chauffeurs de taxi qui sont médecins, qui viennent notamment d'Haïti et d'Afrique. Alors, vous voyez qu'il y a cette double aussi responsabilité qui n'est pas seulement la responsabilité, elle est énorme, la responsabilité éthique des pays du Nord. Il y a ce statut qu'on a connu à l'époque en France et qui existe, qui s'appelle faisant fonction d'interne. C'est effrayant. C'est en général, la peau est plutôt foncée, de ceux-là. Donc, ils n'ont pas le salaire d'un interne et ils font le boulot d'un interne et sont vraiment extrêmement maltraités, je peux vous le dire. Il y a aussi, alors ça c'est l'hôpital Kalembe-Lembe à Kinshasa. Je vous montrerai ça pas pour les voitures, mais pour l'état de l'hôpital pédiatrique public, c'est le seul qu'il y a à Kinshasa. Donc là aussi, revenir dans des conditions où je veux pas, on a dit qu'on ne faisait pas de misérabilisme aujourd'hui, mais travailler dans des conditions comme ça, c'est insupportable. Je dis des héros, je n'aime pas employer ce mot, mais c'est vraiment des gens exceptionnels, les pédiatres qui travaillent dans des situations. Et ça ne fait pas envie de revenir quand vous avez travaillé à Robert Debré, à l'hôpital Necker ou ailleurs, de venir là. Donc c'est aussi une responsabilité de structure. Je vais passer très vite parce que sur l'aide au développement, oui, ça aussi, c'est un problème alors, plutôt de santé publique. Et j'aurais aimé entendre peut-être Claude François qui aura des choses à dire là-dessus. Depuis quelques années, il y a eu ces financements basés sur le symptomatique. Donc on a eu évidemment à un moment donné tout sur le sida, après on n'avait plus rien sur les pneumonies, la tuberculose, pardon, puis la malaria et tout. Et donc je pense qu'il faut vraiment penser ces financements avec une vision globale et systémique. On l'a un peu vécu lors de la pandémie de la Covid. Tout était mis là-dessus et puis tout d'un coup on oubliait un peu les autres maladies. Donc ça c'est une mauvaise vision, mais malheureusement si vous allez chez des bailleurs, ils vont financer ça plutôt que ça. Et puis évidemment, comme vous le savez, dans l'humanitaire, c'est les bailleurs qui choisissent les victimes. Donc, ce qu'il faut aussi du côté du Sud, et il faut en discuter avec les gens du Sud, c'est offrir au retour des gens qui sont allés un peu dans le Nord et qui ont vu un peu nos niveaux de vie, notre plateau technique, je dirais, dans les hôpitaux, des conditions de travail meilleures, un plateau technique meilleur, et surtout des envies professionnelles, notamment on parle de la recherche et tout, pour qu'ils puissent évoluer dans le métier, sinon ils vont rester ici. Et d'autre part, d'arrêter, comme vous avez vu l'infirmière, venez chez nous et tout, et il y a maintenant des salons, moi je trouve ça effrayant, de recrutement à Paris ou ailleurs. Pour le Québec, j'avais une infirmière dans mon service qui était venue comme ça. Elle était allée au salon à Paris. Il y avait le salon des infirmières pour immigrer au Québec. Elle s'est pointée là. Elle travaillait à l'hôpital européen. Puis elle a dit, moi, j'aimerais bien aller travailler au Québec. Tu vois. Puis elle s'est assise à une table. On dit, oui, ça va très bien. Vous allez où? Ben, je fais la pédiatrie. Puis 6 mois après, elle était à l'hôpital Sainte-Justine. Donc, on vient de retirer une infirmière formée en France pour la faire travailler dans un autre pays développé
qu'est le Québec, qui non plus ne forme pas assez d'infirmières et de médecins. Maintenant, je terminerai ce petit parcours. Oui, c'est le docteur Schweitzer, je l'ai mis parce que quand même, c'est une icône et un symbole je dirais, et j'ai rien contre cet homme, qui était certainement un homme très généreux, mais qui est un petit peu un symbole pour maintenant de ce qu'il ne faut plus faire. Et on est dans une autre histoire, c'est pour ça que je ne juge pas ce monsieur, qui, je vous dis, avait certainement un très grand cœur et beaucoup de générosité, mais on est vraiment dans la substitution. Et ça, l'humanitaire le fait encore beaucoup, malheureusement. Je me rappelle d'avoir eu un téléphone à l'époque où j'étais un médecin du Monde et de médecins de Bienne, qui me disait, écoute, nous on prend de l'âge, est-ce que vous ne voudriez pas reprendre un hôpital en Artibonite, qui s'appelle Albert Schweitzer d'ailleurs, l'hôpital. Je dis, ah bon? Oui, nous ça fait 20 ans, 30 ans qu'on le gère et qu'on y va, mais là on va prendre notre retraite. J'ai dit, vous avez formé personne, même pas un directeur haïtien, même pas un médecin? Non. J'ai dit, en tout cas, nous on ne va pas le reprendre, hein. Ça c'est vraiment de... Et voilà, ça c'est un peu extrême. Mais ils avaient en fait réussi à maintenir un hôpital de Blancs depuis Bienne pendant 30 ans. Et ça, évidemment, ça se fait plus énormément, mais ça se fait encore. J'ai rencontré à Abomey un jour au Bénin une équipe chirurgicale du CHUV qui venait faire de la chirurgie pédiatrique pendant 1 mois. Et puis je leur ai demandé, mais ils étaient heureux, c'était vraiment la course d'école, quoi. Et en plus, ils disaient, les assistants me disaient, ouais, c'est génial, on peut faire des choses ici qu'on n'a pas le droit de faire au CHUV. Bravo, super. Et là, vous n'avez pas pensé éventuellement former des chirurgiens béninois pour faire ce que vous faites là? Ah ben non, de toute façon, on les forme, après ils partent à la capitale, enfin bref. Et puis, je me rappelle, encore une fois, je reviens sur Haïti, à un moment donné, on a refusé d'envoyer des médecins dans l'hôpital de Petit-Goâve. On allait reprendre la pédiatrie et c'était tout bien fait, c'était les hommes qui l'avaient avant, tout ça. Et on s'est aperçu très vite que si on envoyait des médecins suisses là-bas, eh bien, les médecins haïtiens avaient déjà prévu de quitter l'hôpital pour aller s'installer à Port-au-Prince. Donc à ce moment-là, on a dit non, surtout pas envoyer des médecins, puisque ça, c'est des choses que vous connaissez certainement, mais on est encore des fois dans cette... et puis... je vais parler un tout petit peu, parce qu'on en a parlé, et ça c'est très très important. Il y avait à un moment donné, c'est 2000, un des premiers bombardements sur Gaza. Tout d'un coup, tout le monde a décidé on va faire du mental health, la santé mentale. C'était vraiment, il faut aller voir ces pauvres gens qui ont survécu à ces bombes. Alors toutes les ONG faisaient la santé mentale. Moi j'ai travaillé au Community Mental Health Service du Dr Iyad Sarraj, qu'on a ouvert ensemble en 88-89. Il a formé, lui, un nombre de psychologues aussi, de gens dans la santé mentale qui étaient exceptionnels. C'était l'endroit où on allait, en tout cas le seul endroit formateur de supervision et de consultation. Qu'ont fait les ONG ? Ils sont allés engager les psychologues du Gaza Mental Health pour faire ce boulot-là. Les ONG étrangères, donc. Bon, c'était super un moment, voilà. Eux, ils sont tous allés, puis on ne pouvait pas leur en vouloir. Ils doublaient ou triplaient leur salaire, ils avaient des enfants, donc on ne peut pas leur en vouloir. Mais au bout de 8 mois, les ONG européennes ont décidé que c'était terminé, c'est bon, les gens étaient guéris. Et ces gens se sont retrouvés... quasi au chômage. Et donc voyez, on prend des gens formés, ça c'est une autre partie de... Et je termine, puisqu'on est dans l'actualité, sur le contre-exemple pour moi. Le contre-exemple, c'est la Palestine. Quand je travaillais pour l'OMS à Jérusalem, c'était il y a 30 ans, il y avait les médecins palestiniens qui revenaient, il n'y avait pas de faculté de médecine, ils ne pouvaient pas aller en Israël. Et donc, ils prenaient toutes les bourses qu'ils trouvaient, qu'on leur offrait, évidemment, si on peut quitter votre camp de réfugiés, vous partez. Ils étaient formés par 283 facultés de médecine dans le monde. Alors, comme me disaient les Palestiniens qui revenaient, les plus chanceux, c'était Cuba, parce qu'on riait pendant au moins puis on avait 7 ans de très bonne formation. Et puis les plus
je dirais les moins chanceux, et c'était Timișoara en Roumanie, où ils revenaient sans avoir vu jamais un malade, et ils avaient une formation uniquement de lecture. Mais ces gens-là sont à peu près tous revenus. C'est pour ça que je dis que c'est le contre-exemple. Après ça, maintenant, il y a 2 facultés de médecine, donc vous voyez, j'ai une grosse différence de vision aussi pour les humanitaires. Ce n'est pas le Mali, c'est la Palestine. Et ça, les gens ont beaucoup de peine à comprendre, souvent. C'est qu'en fait, il y a assez de personnel soignant en Palestine. Et quand on ne les tue pas, il y a à peu près, hier, il y avait 300 membres du personnel soignant en Gaza qui ont été tués, que ce soit des médecins, des infirmières, des ambulanciers. Donc, ça, c'est autre chose. Mais normalement, en paix, il y aurait assez. Les structures sont bonnes. Regardez l'hôpital Al-Ahli. Ça, c'était avant qu'il y ait un missile qui tombe dessus, il y a quelques semaines, qui est un hôpital qui était presbytérien au début, et je pense qu'il l'est encore, et qui est un très bon hôpital, avec un plateau technique très bon, et des médecins, évidemment, qui ont été formés ailleurs. Et c'est la deuxième chose du contre-exemple de la Palestine, c'est qu'il y a le plateau technique. Et puis, il y a 2 facultés de médecine, depuis une quinzaine, vingtaine d'années maintenant, qui forment des médecins, qui parfois vont faire un fellow, comme je disais, à l'étranger, mais la majorité, je peux vous le dire, reviennent. C'est toute la différence. Parce qu'on leur offre ce qu'on n'offre pas dans ce que je viens d'expliquer. Voilà. Je voulais terminer là-dessus. S'il y a 1 ou 2 questions, on a pris un petit peu de retard, je les prendrai, et sinon je passerai la parole à la suivante. Et ça, c'est un grand philosophe qui m'a beaucoup inspiré. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a 1 ou 2 questions avant que je passe la parole à la prochaine conférencière? Ou des remarques? Tout est clair? Pas de remarques? Je sens que tu veux dire quelque chose. Non, tu m'as volé une partie de mon intervention. Oh, pardon. Alors, du coup, je pense que je vais faire des questions à la fin. Ok, très bien. Tout est correct? Bon. Alors, merci à vous.